S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes et bienvenue pour notre 64e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On enchaîne cette semaine avec Jeff Bachelot et les plus aficionados d'entre vous comprendront l'enchaînement puisque Jean-François a été entraîné un temps par Ronan Lafay, notre dernier invité. Jeff nous parle de la force de l'entourage en étant jeune joueur, une force qui peut être constructive ou au contraire destructrice en voulant trop protéger. C'est le premier invité qui aborde ce sujet sur le podcast et ça fait du bien car c'est un enjeu considérable qui rejoint un mal un peu français comme il nous l'explique, de ne surtout pas avoir le melon et d'éviter de faire un pas plus haut que l'autre. Je vous laisserai découvrir son approche sur le sujet. On aborde un autre point crucial que l'on ressent moins chez les grands champions, c'est celle de la pression financière sur le circuit qui se fait de plus en plus importante avec l'âge qui passe. On bascule ensuite sur quelques sujets un peu plus légers. Jeff nous partage sa fiesta la plus mémorable, une anecdote mythique avec Michael Yodra et quelques bonnes histoires avec Roger, puisqu'ils ont un très bon pote commun. Notre invité nous livre enfin son meilleur conseil, qui est valable pour tout joueur et joueuse, et c'est une excellente piqûre de rappel. Pour terminer, on parle évidemment du projet autour de la All-in Academy, montée par Thierry Assion, et des missions de Jean-François. J'ai passé un coup de fil en last minute à Jeff pour qu'il nous parle de ses années avec Ronan, de ce qu'ils ont partagé ensemble, de la manière dont il a découvert et progressé avec la pédagogie assez atypique de Ronan, que vous avez pu découvrir donc dans les 2 derniers épisodes. C'est un bonus et ça me fait plaisir. Le micro de Jeff frotte parfois un peu sur sa doudoune, excusez la gêne, mais un jour mon tour viendra, on enregistrera dans un studio, peut-être au bord de l'océan, sous le soleil, avec des cocktails, enfin je m'emballe un peu, mais toujours est-il que pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Avant de laisser place à l'épisode, je dois vous faire une alerte masterclass de l'espace pour ce 5e cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoutez juste la bande-annonce, elle est en lien juste en dessous. Premier lien en description, vous allez vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise me servira à titre perso et qu'elle peut tous nous filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. J'ai simplement pris une claque. Roland nous livre ces 5 piliers de la performance qui sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi et la concentration. Grâce à ce nouveau cours de plus d'1 heure, tu vas comprendre comment accéder à la concentration, qui est selon Ronan le nectar de la performance. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau pour mettre les piliers de la performance en place et accéder à la phase de concentration ultime. Le tout imagé d'anecdotes et de matchs avec Steph Robert sur le circuit, de cas concrets et vécus avec son poulain de l'époque, souvent dans l'état d'esprit d'outsider. Steph a lui-même dû dresser son cerveau face à des joueurs souvent meilleurs que lui. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan et c'est un réel plaisir de vous la partager. Tu as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegend.fr. Place maintenant à notre 64e épisode avec Jeff Bachelot. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon, nickel. Allez, c'est parti. Alors Jeff, t'es né le 11 juin 77 à Perpignan. Tu fais 1,82 et t'as été joueur de tennis pro de 97 à 2007. Avec un pic au 134e rang en simple, tu as été top 100 en double, 74e précisément. Tu as eu plusieurs partenaires, dont Nico Mahut, Steph Robert, Arnaud Clément, entre autres. Avec lequel, le partenaire de double, tu t'es senti le mieux? Avec lequel on a eu les meilleurs résultats, ouais, exact. Lequel, tu dis? Ah, lequel, c'est une question. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Sur quoi, en fait? Parce que les sensations, elles peuvent être perso ou elles peuvent être tennistiques. Ah, je dirais meilleure complémentarité. Ouais, sensation. Je pense que Arnaud Clément. Arnaud Clément? T'étais à droite et lui à gauche, non? Non, l'inverse. Ok. Parce que toi, t'es à gauche et revers à une main en plus. Ouais. Donc mais bon, pour retourner croisé, c'était plus facile. Et lui, en revers, au centre, il était vraiment bon. C'est bon, ça. J'ai été ramasseur de balles à certains de tes matchs au futur de Nevers, figure-toi. Ouais, je me souviens, je l'ai joué. Je me souviens de tes raquettes Major et autres tenues Fila. J'ai eu Jean-Michel Pécry aussi au micro récemment, qui a fait 10 ans tout pile de carrière, ce qui peut aujourd'hui paraître assez court. Pourquoi tu n'as pas joué plus sur le tour?
Moi, pour la simple raison qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, d'autres, et Ouais. puis principalement la pression financière Ouais. commençait à me peser à ces classements. On est toujours en train un peu de courir après les budgets pour pouvoir aller à droite à gauche, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se payer les, le staff et les infrastructures dont on a besoin pour progresser. Donc, c'était pas facile. Ouais. Aujourd'hui, Mm. tu es plutôt très occupé depuis ta retraite des cours. Tu travailles à l'Académie Mouratoglou depuis 12 ans. Tu es d'ailleurs directeur du tournoi Challenger, le Mouratoglou Open. Ouais, on peut parler au passé, hein. Ah, c'est plus le cas. Non, Qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Je te donne des scoops alors. Allez, vas-y, balance. Alors déjà, quand j'ai arrêté, j'ai fait 2 ans à la Fédé Roland Bercy. Ouais, Je travaillais dans l'organisation. Et puis après, ouais, j'ai fait 11 ans chez Patrick. J'ai arrêté il y a 1 an. d'accord. Et ça fait 1 an que je travaille pour Thierry Assion et Joe Wilfried Songa sur la All-in Academy, Ah oui, très bien. dont je dirige les opérations sur le centre de Villeneuve-Loubet, Ok, le nouveau centre. Mm. super. Eh ben, dis donc, heureusement que tu es là parce que mes infos ne sont pas à jour. Désolé. Alors, pour Ouais, reprendre, heureusement, surtout, c'est mieux que ce soit moi qui connaisse mes infos que toi, plus que moi. allez, putain, c'est mon boulot, merde. Pour reprendre ton évolution, tes débuts dans le tennis, comment tu as découvert, grâce à quoi et qu'est-ce que tu as ressenti? Tout simplement, parce que le tennis, c'est un sport de famille. Que mon grand-père, je suis d'origine, enfin, d'une famille pied noir d'Algérie. Ok, Et, ils sont, mon grand-père jouait très bien là-bas, en Algérie, il jouait beaucoup. Et puis mon père, il a été piqué à ça, et puis il m'a refilé le truc, parce que en gros, c'est que des ancrages, je pense, quand t'es petit, d'avoir écumé un peu les cours de tennis avec mon père, et puis, ouais, me suis pris au goût, je voyais mon père tellement passionné il m'a transmis ça, ouais. il jouait bien ton père, il sentait bien la balle? 15-2, au mieux. Propre, propre le Mais padré. bon, il faisait des tournois, il s'éclatait. Au-delà du niveau, c'était surtout la passion qu'il avait qui m'a transmis. Et est-ce que tu peux nous faire ton évolution au classement de non classé à 134e mondial? Ouais. Bah, non classé, je suis resté. À notre génération, on était non classé encore quasiment en Benjamin, à part les tout meilleurs. Donc avant 14 ans, à l'âge de 13, 30, à l'âge de 14, 15, 4, après fait 15, 15, 1, de 6 moins 15, donc moins 15 à 17. Promo numéro 41, numéro 40. J'ai commencé à jouer à l'ATP et je suis monté numéro 15 français, mais la corrélation classement français et classement ATP était pas forcément la même, puisque ça dépendait de la densité des joueurs français dans le top, dans le classement. Et quand j'ai été numéro 15, je crois que j'ai été 160, 170. Ouais. Et j'étais numéro 17 à 134 mondial. Et- Quand j'avais fini l'année 2002, en fait. J'ai fini l'année 2002, une belle année. Et 15-1, 2-6, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bel été et j'ai fini l'été par gagner le championnat de France 3e série à 15 ans. Le Propre. truc adulte, là. Ouais. Ok. Et Avec un petit peu de réussite, hein. J'avais sauvé des balles de match en demi contre un joueur qui était de ma génération, qui était Rodolphe Cadar. ouais, Et j'avais pas participé au championnat de France de jeunes à ce moment-là. Et je me suis retrouvé top 10 français après l'été. c'est bon ça. Et à partir de quel âge t'as commencé à rêver et tu rêvais de quoi? Oh, j'ai rêvé très tôt de ça. J'ai rêvé très tôt et Très tôt, c'est quel âge? T'as commencé à quel âge? j'ai commencé à 6 et à 8 ans, je disais déjà que je voulais être pro. C'était mon truc. Et c'était quoi ton Graal? Alors ça, c'est assez intéressant comme question parce que je pense que mon Graal, c'était vraiment d'atteindre le top 10. Je pense que l'entourage a énormément d'influence sur le conditionnement dans lequel ils peuvent te mettre pour te faire penser que c'est normal que tu y arrives ou que ça va être compliqué.
Et ton Donc, entourage, à quoi ça ressemblait à quoi du coup? bah, ça ressemblait à, pour me protéger, à me dire, bah ouais, enfin, c'est dur quand même, tu vois. Et t'as une chance sur pas grand, tu vois. Il y en a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'élus. Donc, en gros, ça faisait, pour moi, ça a été une des choses que j'ai vraiment réalisé, c'était de me dire que finalement, un gamin, il a juste besoin d'entendre qu'il va y arriver, tu vois. Si, évidemment, il fait des choses, s'il bosse, mais qu'il va y arriver. Et, euh, et qu'il n'y a pas forcément une espèce de chance ou une espèce de sélection qui fait que tu as très peu de chances d'y arriver parce que c'est là où quand tu arrives sur des matchs importants ou des gros tournois, si pour toi c'est normal d'être sur un central et de gagner des matchs parce que depuis tout petit tu as été conditionné pour ça, il y a plein de grands champions, tu connais leur histoire, le discours des parents, tu te rends compte que pour eux c'était normal. À partir du moment où c'est normal, tu trembles moins et ben du coup tu gagnes plus de matchs, Et tu du coup, gères mieux la pression. tu t'es convaincu que c'était dur et tu penses que ça t'a desservi pendant ta carrière? Alors, j'avais pas peur de la difficulté, ça me fait vraiment pas ça, mais c'est plus le nombre de matchs que j'ai pu rater en servant pour le match, en étant proche de gagner, parce que le rêve était tellement grand qu'il en devenait presque inaccessible. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez pas mal de sportifs français. Je pense que c'est un mal assez français de surtout pas avoir le melon, surtout pas dire que tu vas y arriver et tout ça. Puis quand tu discutes avec des champions, notamment Joe qui est le boss, un des boss avec All-in. Mais je suis proche d'un mec comme Martin Fourcade ou Stéphane Diagana qui a été champion du monde en athlétisme. Ils ont construit cette confiance, ils ont construit enfin, pour eux je dis pas que ça leur semblait évident, mais c'était loin d'être inaccessible. Ils savaient ils pensaient vraiment que s'ils faisaient les choses bien en s'entraînant bien, ils allaient y arriver. Hmm. Ça devient plus pragmatique en fait. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main, qui je te l'assure fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Cette semaine, t'as accès à la 5e masterclass avec le coach Ronan Lafay qui a emmené Steph Robert top 100. Il a aussi coaché mentalement Gilles Simon. Ronan nous transmet les clés de sa pédagogie, axé sur le relâchement, le calme, l'estime de soi et la gestion des émotions pour accéder à ce qu'il appelle le nectar de la concentration. Découvrez la bande-annonce, c'est le premier lien en description et c'est que du bonheur. Allez, on y retourne. T'as été dans le giron fédéral ou t'as tout fait indépendamment? Ouais. Les deux. J'ai tout fait. Moi, j'ai fait le club, après fédé de 16 à 20. Je me suis mis en privé. Je me suis entraîné à l'académie de Patrick Mouratoglou qui s'appelait l'académie Bob Brett. Yes. Je suis retourné à la fédé. Je suis retourné dans le privé. J'ai fait un peu tout. T'as fait les grands chelems juniors du coup? Ouais. Les De 4? mi à oui, mon mieux. Ouais, les 4. Allez là. Et c'est quoi ton meilleur souvenir du coup en grand chelem junior? Une anecdote un peu Ouais. sympa que t'as vécu? Euh... Ouais, je l'ai fait les 2 années parce qu'en junior 1, j'avais pas mal joué. En junior 1, je jouais déjà pas mal. J'avais battu numéro 1 mondial junior, des trucs comme ça. Ah, J'ai quand battu même. des mecs comme Magnus C'était qui? Norman. C'était qui le numéro 1 de l'époque? Alors, le numéro 1, à ce moment-là, que j'ai battu, enfin, il avait pas fini numéro 1, mais c'était Ben Elwood. Il avait un an de plus que moi. C'était un Australien. Ok. Qui a pas fait une grande carrière derrière. Mais il y avait des mecs comme Shank Schalken que j'ai joué. Il y a des mecs comme Magnus Norman, comme Lubicic qui était un peu plus jeune. Donc en junior, on en a côtoyé pas mal. Et, euh, et ouais, j'ai un super souvenir de cette tournée américaine où tu fais le tournoi de Repentigny au Canada avant l'US Open, où j'avais battu le numéro 1, battu Magnus Norman, perdu en 3-7 serrés sur Shank Schalken en demi. Il avait fait 8e à l'US en étant junior 1 contre le numéro 1 mondial. Celui qui avait fini numéro 1, c'était Federico Braune, il s'appelait. Il n'a pas fait non plus une grande carrière. Ton style de jeu à cette époque-là, c'était le même qu'en senior ou t'as fait évoluer? T'étais très porté vers l'avant, non? Ouais, toujours été agressif dans le jeu, plus ou moins vers le filet, suivant les moments. Dans les services, beaucoup service coup droit. Donc service volé beaucoup déjà sur Mmh. gazon en junior? Ouais.
Ouais, alors c'était à l'époque où cette gazon, t'étais quasiment obligé, tout le monde jouait, ça jouait beaucoup, D'accord. parce que ça allait tellement vite qu'il fallait faire ça. Donc je l'ai beaucoup travaillé sur le gazon. C'était pas quelque chose de naturel comme un mec comme Michael Audra, mais ouais, je l'ai beaucoup développé celui-là. Tu avais des chaussures à picot de quelle marque? Fila. Ah bah oui. Ah, t'as été Fila toute ta carrière? Bah de mon année des 17 à 27, 28. Excellent. Très bon ça. Ouais. Et les juniors se jouent en deuxième semaine de Grand Chelem, donc avec les cadors de l'époque. Tu te souviens avoir croisé des mecs, des légendes un peu de cette époque-là? Si oui, Bien lesquels? sûr. Et est-ce que tu as vécu des trucs avec eux? En junior, Ouais. En junior, les Français, c'était Cédric. Je m'entraînais de temps en temps avec lui, Pioline, Ouais. qui était le numéro 1. S'entraînait derrière, à Roland, là, derrière les bâches, caché. Il voulait que personne le voie. Ah ouais, incroyable. Ouais, c'était du temps où il venait de sortir de sa relation avec Dumont et il s'entraînait de manière un peu spéciale. Il voulait surtout pas que les gens le voient comme si il allait filer des infos, mais donc c'était rigolo. L'extérieur, on Et dirait qu'il avait un peu le boulard, Cédric, c'était ouais, ou pas? je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, tu l'as toujours un petit peu. Après, c'est la manière dont tu l'exprimes. Il peut paraître plus exacerbé que d'autres. Je pense que c'est quelqu'un t'es obligé d'avoir une bonne estime de toi pour aller aussi haut. Donc je pense que c'est plus sa posture qui faisait parce que c'est un mec qui est plutôt cool en fait. Hmm. Il était tranquille. Il est toujours d'ailleurs. Ouais. Et c'était qui, toi, tes idoles du circuit à cette époque-là? Moi, en jeune, c'était Henri Lecomte. Ouais. Et puis après, ça a été Edberg et Sampras. Tu les as côtoyés un peu? T'as vécu des trucs avec eux? Ou même sur ton Non, pas après-carrière? trop. Je les ai beaucoup croisés, tout ça. Vécu des trucs, non, parce que ça reste quand même chacun un peu dans son. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Autant j'ai pu. J'ai vécu quelques moments sur le circuit avec Roger Federer, mais parce qu'on avait des affinités, on avait des potes en commun, dont un particulièrement là, Yves Allégro. Mais là, mes idoles là quand j'étais junior, pas trop en fait, pas trop. On était un peu les genoux quand on débarquait, chacun un peu son truc. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de l'entourage, l'environnement, l'éducation. Là, on vient de parler de l'estime de soi. Est-ce que tu penses que tu en as manqué à un moment donné pour faire la diff, pour vraiment aller plus haut? Ouais, Et, je pense que c'est ce qui m'a manqué. et mentalement, t'as bossé avec un préparateur ou jamais trop? Ouais, du coup énormément. Mais Ça t'a quand même fait passer des caps, j'imagine, non? ouais. Ça m'a ouvert des fenêtres à un moment donné. Ça m'a permis de quand même passer quelques caps mais tu vois, c'était toujours à la rame. Je pense que l'éducation et le conditionnement que tu peux avoir sur les jeunes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à la All-in, tu vois. Le discours que tu peux tenir auprès des jeunes, tout le temps, sur le cours, en dehors du cours, le soir, au dîner, au déjeuner, ça influe vachement. Ça influe vachement l'estime des gamins. Et je pense que ça se joue là, en fait. Je pense que ça se joue beaucoup là. Pour revenir au circuit et à ta carrière, est-ce que tu te souviens de ton tout premier point ATP? Est-ce que tu peux nous le raconter? Le premier point, nous, de notre temps, c'était sur des circuits satellites. Donc, Yes. j'en ai pas pris qu'un. Donc, j'ai pas fait un premier tournoi. J'ai fait un circuit d'hiver où le premier tournoi que j'ai joué, si je me souviens bien, c'était Sarreguemines. C'est en Italie, ça, non? Non, c'est en Alsace, en Lorraine. Ok. Enfin, c'est l'Est en tout cas. Ouais. Sur Moquette intérieure. Et derrière, il y avait Sarreguemines, Saint-Dizier, La Roche-sur-Yon. Ah non, quoique, non, je dis une connerie. Non, on jouait à Cap d'Agde. Il y avait un tournoi à Cap d'Agde. Ok. Et j'ai pris en me qualifiant, je savais que j'avais pris mon premier point. J'avais joué Julien Varlet, donc dans l'ancien centre de Pierre Barthès, et j'avais gagné 6-0, 6-1. J'étais qualifié. J'avais joué une première série qui s'appelait Stéphane Sansoni.
qui était avec Lionel Barthez. Bah, tu vois, c'était vraiment, ils étaient vraiment plus vieux que moi. Ils écumaient ces gros tournois. Et le Master, je l'avais joué à Valence. Tout ça, c'était sur du indoor. Et c'était assez rapide. Et puis, ouais, j'avais dû prendre un point. Je crois que j'avais pris un point. C'était mon premier point d'épée. C'est bon ça. Tavarly, tu lui avais collé une sacrée rouste. Ouais. T'avais un jeu qui lui allait pas du tout ou quoi? T'étais plus vieux? Non, c'était le match, je sais pas. Il s'était embourbé, et puis moi j'étais bien, et puis du coup ça avait été que dans un sens. On s'est joué plusieurs fois, il m'a même battu une fois, donc c'est ça qui est marrant. Un match de tennis, tu joues un mec, tu le joues une fois, et puis le lendemain, à part s'il y a une grosse différence, tu mets le même match. À la Fédé, qui t'entraînait à cette époque-là? À l'INSEP, Yannick Quéré. Ok. Et à Roland, j'ai eu Thierry Tulane et Georges Goven. D'accord. T'as pas eu Jérôme Potier? Après. Ah, tu l'as eu. Enfin, Ok. quand je suis revenu en 2003, j'étais avec Jérôme. Est-ce que tu as une fulgurance de Jérôme qui te revient en mémoire, qu'il a pu te donner en coaching ou quoi? Est-ce qu'on l'a eu en interview et comme énormément de joueurs sont passés entre ses mains, c'est un gars au franc-parler, quoi, tu vois, qui est capable de te sortir un truc. Par exemple, Florent Serra, il faisait une tournée en Amérique du Sud et il lui dit, bah là, tu vas foutre la tête au congèle et tu reviens demain, tu fais pareil. Est-ce qu'il t'aurait pas sorti une fulgurance comme ça pendant... Alors, moi, c'était pas vraiment une fulgurance, c'est-à-dire que Jérôme, avec mes qualités, j'avais plutôt des qualités physiques qui étaient bonnes sur le court et il trouvait dommage que je sois sur une filière courte alors que je pouvais tenir des heures. Donc, il m'a fait beaucoup bosser, il m'a fait faire des matchs que j'ai gagnés d'ailleurs, j'en ai gagné pas mal comme ça, en étant un peu plus patient, voilà. Dans des conditions un peu plus lentes et tout ça, donc je jouais un petit peu à contre nature, mais en même temps, je jouais dans une filière qui me dérangeait pas trop physiquement. Je me souviens de ce tournoi là que j'avais joué à l'US là, au Bronx où il faisait une chaleur de dingue dans le Bronx, une humidité de fou. Et j'avais battu Soderling un 7-5, 6-7, 7-6, un truc comme ça, ou 7-5 au troisième. Et puis un Anglais au deuxième tour en 3-7, mais en ayant le sentiment d'être un grand limeur, en fait. Du coup, il était content, lui, mais moi, je trouvais pas que c'était très, très beau, mais bon. Je me souviens de ça, et puis je me souviens des entraînements très structurés où tout était très codifié, où quand tu faisais une amortie, je me souviens, on te faisait une amortie, si tu la jouais pas long de ligne, tu la croisais, que tu perdais le point, bah là, t'étais sûr que t'allais en prendre plein la gueule après le match, quoi. T'avais intérêt à gagner le point. Il y avait des trucs comme ça, hyper. Non, le mec, il fait une amortie, tu cours, tu la prends et tu la mets long de ligne. C'est le jeu, c'est stratégique, c'est comme ça. Et tu fais pas autrement. Si t'avais le malheur de faire autrement, t'avais intérêt à gagner le point. Il aurait été fou s'il coachait Hugo Gaston aujourd'hui, non? Tu penses pas? Ouais, ou Benoît Paire, ou ouais. il y a quelques artistes. Hein. Ouais. Et est-ce que l'adrénaline des tournois te manque aujourd'hui? Non. Pas du tout, non? Tu la compenses comment? Par les objectifs professionnels, par tout ce qu'on met en place, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de belles choses dans le boulot que pour moi c'est même j'ai même envie de te dire que ça a été plus un soulagement moi à un moment donné d'arrêter. D'accord. Et puis d'avoir la pression, d'avoir le temps de faire les choses sans avoir toujours espèce de pression de ce que je vais gagner, ce que je vais. Mais encore une fois, je pense que moi c'est très particulier parce que c'est beaucoup lié à ma perception et finalement un peu à mes peurs et un peu le manque que j'avais d'estime en tant que joueur. Et voilà, je me suis toujours dit que du coup, ce serait complètement différent après dans ma vie professionnelle parce que j'en avais trop souffert. Alors que je pense que quand tu es un peu plus tranquille, que tu as un peu plus confiance, ben tu le vis un peu mieux, c'est un peu moins dur. Si tu devais coacher le Jeff de l'époque qui avait 17-18 ans et qui devrait, tu vois, avoir les mots du Jeff d'aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui laisserais beaucoup d'autonomie, je lui poserais
plus des questions que d'être directif. Et voilà, je me mettrais en confiance, je lui dirais, putain, t'es monstrueux. On fait les choses, on structure les choses, on s'entraîne, mais tu vas péter, tu vas faire péter. Là, mon coach, Marc Michaudel, qui était à Melun, celui qui m'a fait passer de 15-4 à -15 en 3 ans, il était comme ça, hyper cool. Je pouvais en mettre 3 dans le mur, et me regarder, bon, je sais pas, toujours hyper positif. C'est plus, au-delà des mots, c'est plus une attitude, en fait. Je serais hyper cool, je serais hyper confiant, hyper joyeux aussi, parce que c'est déjà assez dur comme ça sur le circuit pour rajouter de la lourdeur au quotidien. Voilà. Et les questions, du coup, ça serait lesquelles que tu te poserais? Les questions que je poserais, Ouais. en fait, c'est juste c'est juste dans l'échange, en fait. Plutôt de poser des questions, plutôt que de fais ci, fais ça, qu'est-ce que t'en penses, être dans l'échange, et puis, finalement, l'aider à se connaître pour que, au moment, là, aujourd'hui, il y a toujours une réflexion pour qu'il y ait du coaching en cours. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que le joueur, aujourd'hui, normalement, il est censé se débrouiller, trouver des solutions tout seul. Si tu lui apprends pas ça et si tu l'aides pas à mettre le doigt et à comprendre comment il fonctionne et ce qu'il a envie de faire à quel moment, c'est difficile. Et moi, je pense que pour prendre de la confiance et tout ça, j'avais besoin déjà de comprendre et de savoir qui j'étais, quel était mon jeu, et puis de dire, dans ces situations-là, voilà, et puis de travailler beaucoup sur la respiration, sur la gestion des émotions. Ça, je te sens vachement posé. Tu fais de la méditation aujourd'hui, non? Non. Même pas? Non. Ah, Non, mais j'en ai fait beaucoup, non, et puis bon, là, je commence à être un peu plus vieux, j'ai 43. Et t'as de la Tu m'as bouteille. ramassé quand? C'était quand, ça? Je suis de 90, moi, donc je devais avoir entre 8, 9, 10. Tu vois, ça devait être 2000, 2001. Ouais, t'étais quasiment au sommet de ta gloire. J'ai jamais réussi à le gagner, celui-là. J'en ai fait des finales, mais j'ai pas gagné. T'as un souvenir ou deux à Nevers ou pas? Ah ouais, Nevers, ça a été. J'ai justement j'ai souvenir de pas l'avoir réussi à la gagner, d'avoir perdu en finale contre Rod Gilbert, contre Roger Vasson, et une finale aussi contre Bertrand Konzler. Ouais, Weber. Et ce souvenir d'après-finale où on se fait contrôler. Ah ouais? On se fait contrôler. Ils étaient venus nous contrôler anti-doping et que Bever Konzler s'était fait doper pour Pour le pétard. ouais. À la fumette. Ouais. Donc un peu dégoûté parce que j'avais perdu 6-4 au dernier et que il aurait été peut-être plus nerveux s'il n'avait pas été. Ouais, et puis derrière, il se fait priver de. Enfin, il était en route pour les qualifs de cette année-là. Il joue bien. Il aurait pu faire les qualifs de Roland. Ça l'a un peu Il lui a un stoppé. peu coupé les ailes. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as souvenir d'une galère particulière vécue sur le circuit, à l'autre bout du monde, en Inde ou je sais quoi, sur des surfaces un peu douteuses, enfin une anecdote vraiment frappante sur ce circuit secondaire, parfois pas évident au quotidien? On m'en a raconté plus que j'en ai vécu parce que je suis arrivé vraiment au moment où, par exemple, le circuit en Inde, j'y suis allé. C'était chaud quand même. Hein. Le premier tournoi, on arrive, on est le central, dans le centre dans lequel on faisait le tournoi, et les chambres étaient dans le central. Et puis c'était pas fini, tu sentais qu'ils étaient encore en travaux. Donc on était en début janvier à Delhi, c'est pas hyper chaud. Et j'étais avec Guillaume Couillard, là, qui est le capitaine de Coupe Davis de Monaco, et dans la chambre, on veut se doucher, et il n'y avait pas d'eau chaude. Donc j'appelle la réception, je leur dis écoutez, je suis désolé, faites quelque chose, faites venir quelqu'un qui répare, là, on n'a pas d'eau chaude et tout ça. Et puis un quart d'heure après, il y a un mec qui tape à la porte, il avait 2 seaux d'eau chaude dans les mains. Grand luxe. Grand luxe, on s'est douché. Et Guillaume, il avait les cheveux au carré, on s'est douché pendant une semaine avec des spatules, eau chaude, eau froide. Pendant une semaine, c'était comme ça. Et puis après, sur les autres tournois, on était on était en Inde, quoi. Medamad, c'est une des villes les plus pourries.
dans les tournois en rickshaw. Il y avait des singes sur le bord du cours qui longeaient les grillages. Il faisait une chaleur de dingue. C'était où Et ça? encore, celui-là, c'était à Ahmedabad, en Inde, donc. D'accord, ok. Ouais. Circuit en Inde où j'avais fait un mois entier là-bas et 3 tournois sur dur et un tournoi sur terre. J'étais revenu avec quelques points, mais tout seul, ouais, ça m'avait bien formé ça. Et le Japon aussi. Le Japon, un pays hyper spécial, hyper discipliné, quand je voyais les mecs faire la queue dans le métro, attendre que dès que ça s'unissait, ils attendaient personne qui poussait, qui bourrait. Je me dis, mais attends, c'est complètement différent de Paris, alors que Ils sont très respectueux. Ouais. c'est énorme. Franchement, j'ai adoré. Puis, mais tout en petit, tout en miniature. Et pour revenir à Nevers, j'ai fait une interview avec Julien Jean-Pierre qui me racontait une de ses fiestas. Je sais plus si c'est Julien Jean-Pierre ou un autre, mais avec Anthony Dupuis à Nevers, justement, une des plus grosses fiestas qu'il avait faites sur le circuit suite à une défaite. Je crois que c'était Julien qui se retrouve dans le clubhouse et qui est un peu au fond de la mine parce qu'il vient de perdre en 3-7 et il se retourne et t'as un gars, la gueule un peu patibulaire, Anthony Dupuis, qui lui fait « Tu fais quoi ce soir ?» Et l'autre il dit « Rien ». Il dit « On fait la fête, on sort ». Ils se sont retrouvés dans une boîte de campagne. Est-ce que tu as fait quelques fiestas comme ça un peu sur le circuit, des trucs qui sont sortis de nulle part? J'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous en raconter une? Nous, une des plus belles qu'on se raconte encore régulièrement, c'était un moment où, alors, on choisissait quand même tout le temps notre moment pour pouvoir sortir. Donc c'était vraiment occasionnel. Il y en a une où on avait fait fin 96, on sortait tous du bataillon de Joinville à l'armée. Ouais. On avait fait nos classes et même en faisant nos classes, on était arrivés, ils nous avaient tous rasé la tête. On avait tous des gueules de légionnaires, quoi. Et puis donc on finit nos classes, on rentre chacun dans nos apparts à Paris, et puis le week-end, et puis on se dit allez, on sort, on se fait une bonne teuf. Et il y avait Julia Varley, il y avait Johan Potron, il y avait Rod Kadar, et c'était dimanche soir. Ouais. Et le dimanche soir à Paris, c'était plutôt mort, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait qu'un endroit où c'était sympa, ça bougeait bien, c'était le Queen. Yes, Champs-Élysées. Exactement. Et on savait que il valait mieux être un mec pour pouvoir rentrer, qu'il valait mieux être habillé un peu bizarre. Et donc on s'était ramené au Queen avec des espèces de trucs, avec des espèces de t-shirts hyper moulants. On était Freddie Mercury, quoi. Freddie Mercury qui arrivait de l'armée et qui sortait, et on s'était fait brancher toute la soirée. Magnifique. On avait rigolé, on avait bien rigolé. C'est bon ça. C'était quoi, toi, ton coup le plus naturel? Coup droit. Et le coup que tu as le plus fait évoluer dans ton jeu? Revers. Revers, alors j'avais un coup quand même, un chip en revers très naturel. Ok. Ça, c'est quelque chose que je maîtrisais très bien. J'ai beaucoup travaillé le revers au couvert, et puis j'ai beaucoup travaillé la volée. J'étais plutôt au départ quelqu'un qui aimait attaquer, agressif, mais du fond avec le coup droit, beaucoup de décalage coup droit. Décalage coup droit, c'était quelque chose que j'adorais faire. Et la partie la plus aboutie de ta carrière, tu penses que c'est laquelle? Un match où tu as été vraiment injouable? C'est une bonne question, ça. Un match où j'ai été vraiment injouable. Il y en a quelques-uns qui me viennent, mais il y avait un match que j'avais joué, mais pas très significatif. En match par équipe, je jouais à Melun quand j'ai joué. C'était mon club, donc j'avais joué Philippe Petschner, là, qui a gagné ou qui a fait finale à Wimbledon en double. Ouais. Et j'avais joué sur un nuage, mais il y a un match contre Lubicic à Bâle dans les qualifs qui était déjà 80 où j'avais mis 2-7 et vraiment j'avais fait un match quand même solide, mais même la défaite, j'avais une défaite après m'être qualifié et être au deuxième tour, donc en 8e à Lyon, sur le Grand Prix où j'avais joué Thomas Enquist qui était 7. J'avais perdu 6-3 au 3
en ayant plusieurs balles de 4 partout. Et là, j'avais très bien joué. Et le mec venait de gagner balle. Il jouait très, très, très bien en indoor. Donc, j'avais un super niveau à ce moment-là. Et ton plus gros frisson sur un cours? Ça a été à ce moment-là, là, ces 2 matchs à Lyon, là, contre lui. Et puis, Karim Alami, qui était top 50, que j'avais battu de manière un peu particulière, d'ailleurs. C'était, je la raconte de temps en temps, cette anecdote, où j'avais perdu le premier, j'avais un break de retard au deuxième, et finalement, je débreak, je gagne le deuxième, il casse une raquette, il se prend un premier code, et au troisième, j'étais mené 4-3-0-40, je me fais pas breaker, je le break, et je sers pour le match avec balle neuve, et je fais 2 doubles à 15A en étant hyper agressif, et je fais 3 services gagnants d'affilée, donc je vais à la balle de match, il casse la raquette, il prend point de pénalité, je gagne le match comme ça. Vamos! Merci Karim. Et il a rien dit. Merci encore. La pire branlée que t'aies prise, tu t'en souviens? Mais jamais pris des grosses, moi. Mais ouais, j'ai dû en prendre, ça c'est sûr. Ouais, j'en ai pris une très très bonne Ouais, je me souviens de celle-là. Alors que j'étais descendu au classement en Australie, et j'étais allé que pour le double. On traînait avec Steph Robert et tout ça. Et puis j'étais allé pour jouer le double avec Cyril Saunier. J'étais 400, j'étais descendu, donc aucune chance pour moi de jouer les qualifs à l'Australienne. Mais je vais signer quand même les qualifs et je rentre. Et je rentre, ça drop. Dès que ça dropait un petit peu là-bas, ça descendait bas parce que les mecs étaient à l'autre bout du monde, donc ils n'allaient pas venir pour les qualifs. Ouais. Et j'avais battu un bon mec, là, Salzenstein, un Américain. J'avais eu la chance au tirage d'une wildcard. J'avais battu Jeff Salzenstein qui était encore 120, un truc comme ça. Et j'avais joué Garcia Lopez, Guillermo Garcia Lopez. J'enverrai une main. Ouais. Et là, j'avais pris une espèce de 3-1, mais inexistant. Il m'avait défoncé. Salopard. Au-dessus. Et puis après, bon, j'ai joué quand même. J'avais mis une bonne branlée Edman quand je m'étais qualifié à Wimbledon. Donc là, il y a beau frisson. Si tu parles de frisson, 10 000 anglais quand j'étais rentré. Énorme. Sur le cours. Ouais. Sur le cours central? Non, il jouait sur le 1 au premier tour, lui. Donc je m'étais qualifié, je le joue et je rentre sur le cours, il était derrière moi. Ouais. Une espèce de brouhaha comme ça. Et puis dès qu'il rentre sur le cours. Ah ouais, t'as senti vraiment le. Ah, c'était monstrueux. Génial. Mais c'était pour ces moments-là, hein. C'était vraiment génial. Hein. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Et j'avais pris, je perdais 6-1, 3-0, je mettais pas une première, j'avais aucun repère sur un grand cours. Ouais. Et j'avais pris 1, 3 et 2. Et quasiment le même score en Australie, après m'être qualifié, passer un tour contre Tomias qui était 7. Sur des grands chelems comme ça, les mecs hyper préparés. Solide. Ouais. C'était solide. Je jouais bien en plus, hein. C'était vraiment pas mal. Hein. Mais 2002, là, ces 2 matchs. Il y a Joe à côté, non? Non. Il est passé, Joe, sur le podcast. Ouais. Il est passé. On a eu Biff aussi. Et Ouais. J'ai fait un épisode avec Nico Copin qui m'a entraîné. J'ai fait 1 an chez Mouratoglou et il m'avait entraîné un peu. Donc, bon, t'es le 4e de la all-in à passer. On commence à avoir un abonnement chez vous, les gars. J'en ai d'autres, hein, si tu veux. J'ai d'autres mecs qui pourraient t'intéresser. Du coup, ce double à l'Open d'Australie, t'avais fait quoi? On avait perdu 7-6 ou 3e, je sais plus, contre une bonne équipe. Ok. En grand chelem. C'est Arnaud, ouais. Non, avec Pavel aussi. J'avais bien joué avec André Pavel. Ah On ouais. avait fait 8. On avait gagné 2 matchs à Wimbledon. On avait perdu en 8e. Mais en grand chelem, j'ai jamais trop. Avec Steph Robert, on a passé un tour à Roland. Et en Australie, j'ai jamais bien fait. Et à l'US, j'avais passé un tour avec Pavel aussi. On avait joué Knowles Nestor. Qui était le joueur qui te faisait le plus marrer sur le circuit? L'Audra. Ok. Complètement fou. Tu te souviens d'une anecdote un peu irréelle qu'il a pu faire en tournoi? Ouais. On était à Hawaï sur un challenger et juste pour nous faire marrer, il y avait un magasin de conneries hawaïennes. Là. On allait manger le midi, puis on baladait. C'était des petits trucs, il y avait des petits colliers avec des pierres. Il s'amusait à piquer les trucs juste pour nous faire marrer. Il était fou en fait, parce que là-bas, tu te fais toper, t'es vraiment dans la merde. Hein. Ah ouais, tu prends un casier, ouais. C'est les US, quoi. Et ouais. Et donc il avait piqué plein de trucs et
Puis le lendemain, donc on mange et tout ça. Il s'était tout mis, il avait tout sur lui encore. Et puis il avait un truc, une glace ou un truc qu'il buvait. Et il y a la dame du magasin qui fait sorry, no drinks here, no drinks, no eating, no drinks. Il fait, oh, come on, I bought you that yesterday, I bought you that. Il était en train de lui montrer tout ce qu'il avait piqué. Rien à faire. Ça me faisait rire. Oh, le magicien. Ah, magicien. Tout ça avec une impassible, naturelle. Naturelle. Le joueur le plus fort que tu aies joué, Tim Henman du coup, ou encore un autre? Bah, j'en ai joué des forts, mais après, des mecs qui m'ont impressionné sur le moment où je les ai joués. Je me souviens d'un mec, justement, où en 2002, je joue le futur de mon club, là, 15 000 à Melun. Et en quart, je joue un jeune Espagnol qui avait 7 ans de moins que moi. Gaucher, 84, là. Et putain, ça sortait de la raquette. Et je me disais, mais heureusement que c'est pas dedans. Parce que quand ça va rentrer, ça va être monstrueux. Ça va jouer vraiment bien. C'est un des rares qui m'a fait cet effet-là, et c'était Verdasco. Tu l'avais battu? Ouais, j'avais gagné 2 et 4 parce qu'il en mettait partout. Et il en mettait 2 sur 3 dehors. Et l'année d'après, je l'ai joué au Khalifa-Oui, mais il m'a battu en 3-7 et encore c'était sur gazon. Mais tu sentais que le mec, c'était le feu dans le bras, c'était le feu. C'est bon ça. Ouais. Est-ce que tu as côtoyé un malade mental de la préparation physique? Un gars, tu te souviens, mais qu'en faisait 10 000 fois trop presque. Moi? Sérieux, t'étais un peu staccanoviste? Je pense que sur la prépa physique, il y en a pas eu beaucoup qui m'ont impressionné, qui étaient, en tout cas sur la prépa en dehors du cours. Et je pense que j'aurais dû d'ailleurs en faire plus de manière spécifique que j'étais plutôt un athlète de haut niveau, où j'étais capable d'aller sur la piste. D'ailleurs, après, je me suis amusé à faire le marathon. J'ai fait quand même moins de 3 heures. Voilà, donc j'avais la base. Ah oui, t'es solide, ouais. T'es en canne, comme on dit. Voilà. Mais j'étais trop en canne et je faisais trop de, voilà. Il y a eu des moments dans ma carrière où j'avais pas besoin de faire ça. J'avais besoin d'être sur le court. Mais sinon, non, des joueurs, un autre joueur au niveau prépa physique, qui est-ce qui était, bon, il y en avait un mais lui, il faisait plus de la prépa physique pour être beau, c'était Verdasco aussi, hein. Pour faire le beau, pour faire les muscles, pour faire. Avec son copain Félicien, non? Avec Feliciano, qu'on a joué avec Arnaud Clément et qu'on s'est fait un plaisir de mettre 2-7 parce qu'il nous gavait tellement à se mater dans le miroir avant le match. On s'est dit, alors eux, on va pas perdre contre eux. On a pas envie. C'était où? À Marseille. Ah, c'est très bon ça. À Marseille, sur l'Open 13 en quart. En quart, on avait joué Taylor Dent et Thomas Johansson et après on avait joué les deux. Après on avait perdu sur Dame Stepanek. Ça, pour sortir Dent et Johansson, les gars, ça descend au service. Il a fallu être costaud au retour. Propre. Ouais, on s'en sortait bien. Tu disais que tu côtoyais un peu Roger parce que vous avez un pote commun, Yves Allegro. Est-ce que tu aurais une histoire sympa avec Roger pour nous faire comprendre l'homme qu'il est en dehors du monstre qu'on peut percevoir sur le terrain? Bah, Roger, on le voit un petit peu quand tu connais les vidéos, que tu suis un peu, que tu sais lire un petit peu dans les yeux et dans le rire des mecs. Tu vois que bon, bah, c'est Roger Federer, mec qui a gagné 20 grands chelems, c'est un des joueurs les plus monstrueux de tous les temps. Et donc, il y a une image, il y a quelque chose, mais c'est un mec fabuleux, c'est un déconneur notoire pour moi. C'est dans les vestiaires. Une fois, justement, avec Yves Allegro, ils étaient tous les deux. Et je venais d'arrêter ma carrière en 2007 et je m'occupais de la liaison entre les joueurs et l'organisation du tournoi. Et je vais dans le vestiaire et ils sont là tous les deux. Ils étaient morts. Ils arrêtaient tout le monde, tous les joueurs et tout ça. Et les coachs et tout ça. Et ils avaient une feuille en papier, ils faisaient des croix. Ils avaient 2 colonnes avec des croix. Et il dit, Jeff, on a une question pour toi. Bah ouais, quoi? Ils étaient morts de rire. Voilà, c'est encore une connerie.
Et là, alors, c'était vraiment dégueulasse. Mais pour te montrer le truc, c'est la question, une question horrible où en fait t'as le choix, mais en fait t'as même pas envie de choisir en fait. Ouais, tu préfères ça, tu préfères ça, non, c'est ça. Tu préfères ça ou tu préfères ça? Enfin, si t'as à choisir, tu prends ça ou tu prends ça. Et là, rien que de t'imaginer, tu fais, oh non, mais vous êtes fous, les gars, je peux pas. T'es obligé de répondre. Et ils étaient morts de rire. Et ils pleuraient de rire. Et ils mettaient des croix comme ça, de chaque côté. Et voilà. Et puis moi, je l'ai vu aussi à Wimbledon, là, le vestiaire de tête de série en bas. Il se battait avec son pote, c'est un Lutti, derrière la porte. Il y avait les gardes anglais hyper, ils bougeaient pas. Ils arrivaient, ils se mettaient des taquets comme ça. Ils mettaient des coups de coude, des coups de genoux. Deux gamins qui s'amusaient derrière la porte, alors que c'était déjà Roger qui l'avait gagné au moins 15 ou 16 grands chelems. Donc c'était marrant de voir dans les coulisses le mec comme ça, déconneur. Ça a toujours été un gros déconneur. Il a adoré rire. Tu le vois sur la vidéo avec Roger qu'il est avec Rafa. Là, quand ils font l'interview et qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Ouais. Ce mec adore rire, il adore déconner. Et c'est ce que j'ai toujours aimé chez lui. Parce qu'il se prend pas au sérieux, tu vois. Ni Rafa d'ailleurs. Et Djoko? Ah, pas pareil. T'as un avis là-dessus ou Joker? Bah, j'ai un avis. Moi, je pense que c'est la différence, c'est l'authenticité d'un Rafa et même d'un Roger versus un gars qui utilise les canaux de communication pour se faire une image. Mais je suis content parce que même à travers les médias, je pense que tu ressens les trucs. Ça se voit, tu peux pas te cacher tout le temps. Ouais. Et tu penses qu'il finira avec le plus grand nombre de grands chelems ou pas? Un petit pronostic? Bah, moi, si j'en avais un, je dirais Rafa. Ok, d'accord. Je dirais pas Djoko. Ok. Bon, le rendez-vous est pris, on fait le bilan d'ici 4-5 ans. En carrière, tu as gagné pratiquement 400 000 $, mais comme tu disais, de prize money sur 10 ans, voilà, c'est pas évident. Tu finançais tes saisons grâce au match par équipe, grâce aux sponsors, comment? Essentiellement. Bah, au début, un peu les sponsors, parce que quand t'es jeune et que t'es espoir, t'as un peu d'aide. Ouais. On mise un peu sur toi, donc Sheila notamment avait mis un peu d'argent et ça m'avait aidé à lancer ma carrière. Mais ouais, c'était des matchs par équipe beaucoup, moi. Beaucoup, donc à Melun, beaucoup, et puis en France et en Allemagne, j'ai joué pour 7 ans pour Halle, où on a été champion d'Allemagne. C'était sur le gazon là-bas? Non, il y avait le club en gazon, il y avait un club de l'autre côté de la route, enfin qui était le même club, hein, mais qui était sur terre. D'accord. Donc ouais, j'aurais préféré jouer les matchs par équipe sur gazon, mais non, on jouait sur terre bien lourde, bien dégueulasse. Ta spécialité. Ouais. Mais même là-dessus, j'ai réussi à faire quelques bons matchs. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'image, enfin du discours qu'on devrait avoir envers un champion en herbe. Si tu devais isoler le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, ce serait lequel? Le truc qui m'avait marqué, qui m'avait fait cliquer avant un match, c'était vas-y, de toute façon, un jour on meurt. Ah oui, c'est radical. Ouais. Je me prenais tellement trop au sérieux, tout au sérieux, mettais tellement de pression que le jour où mon entraîneur m'avait dit ça, ah bah j'avais fait un match de dingue, quoi. Même plusieurs. C'était l'année où je m'étais qualifié à Wim d'ailleurs. J'avais fait des très bons matchs parce que je relativisais beaucoup plus du coup. Ça c'était un conseil qui m'avait fait du bien. Des matchs t'en joues plein et puis de toute façon quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Un jour t'es plus là quoi. Donc Ouais. Et si toi tu devais en donner un à ton tour, ça serait lequel? bah après le bon conseil il est le bon coach c'est tout un débat, mais le bon conseil il est celui qui est ciblé sur le joueur. Donc le bon conseil qui va être à Joe va pas être le même qu'à Richard. Donc c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du joueur à qui t'as affaire. Mais globalement, si on avait un jeune devant nous qui a
allez, 12, 13, 14 et qui rêvent de devenir pro? L'essence, Bah, pour toi, c'est pour quoi? moi, un des meilleurs conseils, c'est un petit peu le conseil qu'avait dit Björn Borg et qu'il y en a beaucoup qu'on repris. C'est je joue chaque balle comme une balle de match, point par point, chaque point. Chaque point, tu donnes tout ce que tu as. Chaque point. Tu ne penses qu'au point d'après. Le point d'avant n'existe plus. Le point d'après, c'est celui et l'après, le futur, il n'existe pas non plus. C'est le point. Tu joues le point d'après, point par point. Tellement dur, ça, je trouve. Je trouve que ça, tu arrives à le faire quand tu rentres en pilote automatique parce que tu as l'enchaînement des matchs, l'enchaînement de la confiance et que mentalement, tu es aiguisé, tu es robuste. Mais quand tu arrives à un premier tour, quand t'as pas joué depuis 3 semaines et que tu reprends la compétition, c'est tellement dur, je trouve. Mais en soi, c'est ce qu'il y a de... C'est du conditionnement, hein, c'est une prise de décision. Hein, ça peut aussi arriver au moment où tu en as vraiment marre, t'as accumulé les défaites, tu es au bout du bout et tu lâches, tu vois. Tu lâches complètement. Comme tu dis, je pense que c'est plus facile quand tu enchaînes les matchs et que tu es dans une espèce de spirale un peu comme ça, où tu te dis que ça marche comme ça, dans l'enchaînement, mais ça peut être aussi dans un moment où tu en as vraiment marre. Donc, tu es quand même dans un état d'esprit c'est quand même assez extrême comme état d'esprit, d'être concentré que sur le point d'après. C'est vraiment, comme tu parlais de méditation tout à l'heure, de toute façon, le tennis, on sait que c'est un sport qui joue beaucoup dans la tête, donc il y a quand même un état d'esprit très méditatif, très pour performer. T'as bossé... Et on le voit, hein, chacun, d'ailleurs, Rafa, il a ses petits trucs pour rester tout le temps dans la zone. C'est beaucoup plus, c'est au-delà de la superstition, c'est surtout de la concentration. Roger, il a pris une vraie décision à Hambourg en 2002 ou 2003 quand il fracasse sa dernière raquette. Voilà. Et encore une fois, c'est une prise de décision et un état d'esprit derrière. T'as bossé un peu plus d'une dizaine d'années avec Patrick Mouratoglou. Qu'est-ce que t'as appris à ses côtés, si tu devais le résumer en quelques phrases? Alors, ce que j'ai apprécié au-delà d'apprendre, parce qu'il y a des valeurs qu'on avait en commun, qu'on a toujours en commun d'ailleurs, c'est la loyauté et de respecter ses engagements. Et ce que j'ai beaucoup appris auprès de lui, c'est cette capacité à ne pas avoir de barrière, à ne pas dire c'est pas possible. Tout est possible. D'ailleurs, des grandes marques ont repris le slogan. Et c'est la vérité. C'est toujours l'image et les obstacles qu'on se met nous-mêmes. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'en a pas, en fait. Il ne s'en met pas. Et ça j'ai beaucoup appris là-dessus avec lui, auprès de lui. C'était assez agréable. Très bon, ça. Comment ça se passe à la All-in Academy? Quelle est ton activité, ton rôle et comment on s'y sent? En tant que directeur du site, d'apporter le plus de fluidité. Bon, déjà de construire un petit peu la structure, mais aussi le business model de Villeneuve pour que ça tourne, pour que toutes les activités au sein du centre et ce qu'on va pouvoir développer fonctionnent. Voilà, au sein de Villeneuve, Loubet. Il y a pas mal de boulot. Et puis après, mon rôle, c'est de mettre le plus d'huile possible, de communication entre les différentes personnes, d'être avec eux, avec le staff, mais aussi avec les joueurs si besoin, ou les parents. Voilà, de discuter, de rassurer, d'informer, beaucoup communiquer. Voilà, et moi, si je suis là, c'est d'abord pour Thierry Assion, qui est un pote de 20 ans, et voilà, auquel j'adhère sur ses valeurs et sur sa manière de travailler, c'est-à-dire que on vise l'excellence, il y a une véritable confiance dans le travail, dans la formation, mais tout en s'éclatant. Voilà, on est une bande de potes et à côté de ça, on se prend pas au sérieux, on a de l'humilité et voilà, on se fait plaisir, on s'éclate, mais on travaille.
on travaille, on vise haut. Voilà. C'est pas on s'éclate et voilà, et le but c'est de s'éclater et c'est tout. Non, le but c'est d'avoir des résultats, mais en s'éclatant. Voilà. Yes. Mais en même temps, on se prend pas trop au sérieux. Donc c'est de trouver cet équilibre. Et c'est ça la all-in, que ce soit à Paris, à Lyon ou ici, c'est vraiment ça. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, je pense. Sur ton après-carrière, tu es plus business, relationnel, que raquette en main sur le court. C'est ce qui te plaît le plus. C'est ça Bah, l'investissement, en fait, moi, si j'aime le coaching, j'aime aller sur le court. J'ai eu quelques joueurs avec qui, voilà, j'ai passé du temps avec Dimitrov, j'ai passé un peu de temps avec Victor Anescu, j'ai fait quelques semaines avec Édouard Roger Vasselin. Ouais. J'aime ce métier, mais ce métier, pour bien le faire, c'est 40 semaines. Ouais. C'est aller sur le tour, c'est suivre les mecs, c'est du 24-24 quasiment. Voilà, c'est un investissement qui est colossal pour apporter quelque chose aux joueurs dans le. Et quand je parle de ça, parce que moi, si j'avais choisi le coaching, j'aurais visé le coaching de haut niveau pour vivre des choses que j'ai pas vécues moi en tant que joueur. D'ailleurs, ça a été un peu le cas. Mais c'était le haut niveau, le très haut niveau qui m'intéressait. Mais l'investissement, alors aujourd'hui, voilà, j'ai 4 enfants. L'investissement, il était trop important pour garder un équilibre de vie privée, de vie familiale. Ouais. Voilà, je fais aussi, mais il y a mes enfants derrière, donc j'ai aussi pris cette direction pour passer plus de temps avec mes enfants et je le regrette pas du tout, mais je m'éclate, mais différemment, c'est autre chose. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres. Est-ce qu'il y aurait un livre que tu recommanderais aux auditeurs de se procurer? Ouais. Moi, j'ai toujours aimé, je l'ai d'ailleurs conseillé aux jeunes joueurs que j'ai entraînés, c'est le Guerrier Pacifique. Yes. C'est une lecture récurrente qui est venue dans plusieurs des réponses. Ouais. T'en gardes une. Ouais, je pense que ça m'étonne pas parce que c'est un bouquin Les pouvoirs illimités d'Anthony Robbins. Ok. Anthony Robbins. Yes. Un grand coach. Ouais. Coach. Pas qu'un coach de tennis. Enfin, il n'a pas été coach de tennis d'ailleurs, mais un vrai coach. Donc, dans deux, voilà, c'est deux bouquins très différents puisque un peu plus philosophiques et assez sympa, le Guerrier Pacifique, parce que quand tu le relis, tu le lis jamais de la même manière, selon le moment où tu le lis. Tu chopes pas les mêmes choses. Donc très riche et Anthony Robbins parce que par rapport à ce qu'on disait, voilà, le pouvoir illimité, ça veut tout dire. Il y a pas de limite. Les limites, c'est celles qu'on se met. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Joker? Si, la citation d'Oscar Wilde, moi, voilà. Faut toujours viser la lune, au pire, tu vas dans les étoiles. Yes, je prends. Voilà. Tu vises haut, tu tireras haut. Quel est ton objectif principal aujourd'hui, et plus qu'un objectif, ce qui t'anime, ce qui te fait te lever le matin? Au-delà, évidemment, de ta famille et de tes 4 enfants. Ouais. Plus pro, Ouais. c'est de travailler et de créer une ambiance, d'avoir une ambiance de travail, la peaufiner, de la travailler, de la réfléchir, de la structurer pour que justement elle permette de faire éclore les différents jeunes joueurs. Voilà. Qui pour l'épanouissement déjà des personnes et du staff sur le site, afin que derrière ça soit transfusé chez les jeunes qui du coup, même inconsciemment, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ne le ressentent pas, puissent se nourrir et progresser, et s'éclater et s'épanouir, et performer derrière. T'es l'homme de l'ombre, Jeff. Ouais, mais j'aime bien. Ouais. J'aime bien.
Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes pour faire un épisode et que tu pourrais nous aider à avoir? Et un nouveau coach qu'on a ici, là, maintenant, c'est un mec qui est Thierry Guardiola. Ah ouais, ça peut être sympa, ouais. Clairement. Bon profil, cool, sympa. Ouais. Je vais te dire, lui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir Hugo Humbert? On lui a proposé deux Bah, fois et il n'a pas encore accepté. bah, je ferai passer le message. Ah, c'est cool. Beau gosse. Un grand Bah, merci avec d'avoir pris plaisir. le temps, Avec Jeff. plaisir. Et merci en tout cas pour ta générosité. C'était super cool. Bah, écoute, un grand plaisir. Merci de m'avoir contacté. À bientôt. Et Bonne continuation. bonne continuation, toi aussi. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Salut. Voilà, donc je vous ai enregistré un petit bonus en dernière minute, c'est cadeau. J'ai rappelé Jeff pour qu'il nous parle de la pédagogie de Ronan directement, qu'il nous la fasse vivre à sa manière, qu'il nous explique comment il a progressé et qu'il nous ressorte de ses cartons un petit souvenir sympa avec Steph Robert de la belle époque. Ça me fait plaisir, c'est cadeau, on y va. J'ai fini le montage ce matin de ton épisode. Je suis en doudoune. T'es en doudoune. Et j'ai réalisé, sur le moment, je l'avais pas réalisé, que tu avais fait moins de 3 heures au marathon. Je me suis dit, putain, le mec est une machine. Je me suis toujours beaucoup entraîné. Tu sais, il n'y a rien sans rien. Donc, Ouais. j'ai fait moins de 3 heures. C'était un truc que je m'étais mis dans la tête pendant ma carrière. Je me suis dit, moi, j'ai toujours adoré courir. Et c'est pour ça qu'ils me prennent pour un fou. Notamment Thierry à Sion, il me dit, t'es vraiment un malade. Ce matin, là, je suis allé courir à Agen. Il me dit, bon, il me dit, il comprend pas, mais bon, il y en a peu qui me comprennent. Moi, je me comprends tant que je me comprends, ça va. Et j'adore ça. Et je m'étais dit un jour, je me fixerai l'objectif de faire moins de 3 heures au marathon, qui a un score mythique. Ah oui. Et bon, c'est pas, il y en a plein qui l'ont fait, hein, donc c'est pas non plus un exploit, mais ce qui est là où je suis content, c'est 2h53. C'est un beau temps pour un premier marathon, en fait. J'en ai fait qu'un. Lequel? Paris? J'ai fait Nice-Cannes. Nice-Cannes. J'étais Ok. descendu. J'avais croisé Régis Brunet que tu as eu en invité, Ouais. qui était mon agent, hein, Reg, et je le croise au Stade Français. Et il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je m'éclate, je m'entraîne, je vais faire un marathon, je vais peut-être faire celui d'Orléans. Il me dit, non, jamais de la vie, nous, on organise, on co-organise, tu me fais Nice-Cannes, je te prends un dossard. Et il m'a mis dans le SAS. Il m'a mis dans le SAS de moins de 3 heures. Donc, je suis parti devant, avec un petit peu tout le monde. Et ça, c'était vraiment un avantage. Et j'avais fait donc super marathon. Mais le plus marrant dans cette histoire, la plus belle anecdote dans cette course, et là, c'est pas du tennis, c'est qu'un mois avant, je m'étais testé, j'avais fait les 20 km de Paris. Ouais. Et j'avais pas de dossard, c'était la première course, je voulais tester. Et il y avait quand même, je sais plus, 40 000, c'est monstrueux le nombre de coureurs. Et j'avais pas de dossard. Je me suis dit, ça va être impossible de performer parce que je vais être avec tout le monde. Et 2 jours avant, je croise Bruno Cuas qui me dit, ben non, mais viens faire avec nous la sauce de Roger Zabel. On part 10 minutes avant. Les assos, ça part 10 minutes avant. Donc, je me retrouve. Bruno Cuas, c'est un ancien journaliste d'Eurosport. D'accord. Et je pars donc 10 minutes avant avec toutes les associations, fauteuil roulant et tout ça. Et du coup, j'étais hyper entraîné et je pars tout seul. Donc, je suis devant et je fais toute la boucle dans le bois de Boulogne, 10 km en tête de la course. Et j'attaque les quais, il y a l'escorte de police qui arrive, qui me dit, il n'y a jamais un mec d'une association qui a fait aussi bien. Et il y a Xavier Moreau l'autre jour qui me dit, non mais attends, tu ne peux pas savoir. À la télé, ils y retransmettaient le truc. Et il y a un moment donné sur les quais, il y a tous les Kenyans et tout ça qui arrivent sur toi. Et il y a Nelson Montfort qui fait, encore un uluberlu qui fait le cake et tout ça. Et il oublie de coupler le micro. Et il fait, putain, mais qui c'est? Mais donnez-moi des infos sur le mec qui est avec eux, là, on le connaît pas. Et ça a duré 3 minutes. Hein. Les mecs, ils m'ont éclaté. Hein. Ils sont passés à 20,5, 21. C'était une boucherie. Mais voilà, c'était rigolo pour la petite anecdote de la course. Et donc là, je pense que tu as un appel. Là, tu cours encore pour le plaisir dans la nature ou tu fais du tapis? Non, un tapis, je peux pas. Ok, c'est bon ça. Non, je cours pas que pour. Enfin, je suis dans un club d'athlètes. Donc, je fais tous les samedis matins à Nice avec les enfants, avec ma femme. On va et on fait des séances sur piste. Je suis un pistard et un coureur sur plat, moi.
Je suis pas un trailer, Ouais. mais j'adore courir. J'adore courir, faire des temps, faire des 10, des 15, des 20, des. Ah ouais, donc t'es encore affûté comme une lame, quoi. Je suis bien affûté encore. Là, mais du coup, sur la piste, il y a un mois, je me suis fait une déchirure, tu vois, à l'ischio. Donc D'accord, ok. je m'entraîne. Et quand je suis bien, je tourne mes temps, c'est autour suivant la distance, mais je suis autour de 4 minutes du kilomètre tout le temps. Machine. C'est bon. J'adore Ah, ça. là, là. Ça m'éclate. T'as pas envie de venir faire le semi ou le marathon de Biarritz, là, en juin? C'est la Ça doit première être année qu'ils sympa. le font. Ouais. Biarritz, c'est une belle ville. Hein. T'es là-bas, toi? Ouais, ça fait 2 ans que je suis là-bas et je Ah, vais c'est m'inscrire génial. au semi, là, du coup, je fais des trails, moi, plus. Ah ouais. Ma femme, elle a pris goût à ça. Ah, Elle s'est fait j'adore. le GR5, elle est partie, elle a fait 8 jours de GR5, elle a fait 160 bornes. Ah ouais. Mais c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est Toi, t'aimes bien ça? Tu fais dans les Pyrénées un peu? Là, je fais dans le Pays Basque, Pays Basque et les Landes. Mais j'aime bien ce côté un peu plus nature, moins performance. Mais j'aime bien l'état d'esprit, tu vois. Les mecs sont détendus, mais ça reste du dépassement de soi. Tu as du gros dénive. Ouais, c'est clair. Bien, C'est ouais. clair. Beaucoup, ouais. C'est clair. Alors, le but de l'appel, Ouais. Jeff, c'est que donc j'ai fait il y a 1 mois maintenant l'épisode avec Oh non, c'est Steph. Steph Robert Ouais. déjà en 2 parties, Steph la mitraillette, et ensuite Ronan pareil en 2 parties, donc 2 semaines à chaque fois l'un et l'autre. Moi, je voulais avoir ton retour du coup sur la pédagogie, l'approche mentale et terrain que tu as pu avoir avec Ronan. Ouais. Et puis, 2 anecdotes sympas que tu as dû partager avec Steph Robert, que les gens comprennent, tu vois, la continuité de ces 2 premiers épisodes. Même si tu as fait moins de temps avec Ronan qu'il a pu en faire avec Steph ou quoi, tu as quand même. Ouais, j'ai fait quand même 5 ans, tu vois. Ah ouais, quand même, mine de rien, ouais. J'ai fait 3 plus 2. Ouais, 3 plus 2 ou 2 plus 3, je sais plus. Tu l'as J'ai fait rencontré 5 ans. à Mourad. l'école de Mouratoglou, Bob Brett, quoi. J'ai regardé l'interview que tu as fait avec Ronan, je l'ai regardé. Ah, cool. Trop bien. Ouais, je l'ai écouté. N'oublie je pas l'ai de mettre ton petit commentaire, hein. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu. C'était Eh dans ouais, mon ça- livre tranquillement. Ah, d'accord. Bah, tu me le dis, tu le précises. Ah, t'as fait du beau monde, hein. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est vachement bien, hein. T'as Ouais. fait du beau boulot, hein. Bravo, hein. Merci, c'est adorable, mais c'est que le début, j'espère. Ouais. Donc, quand tu l'as rencontré, t'en étais où et quel chemin t'as fait avec lui? Qu'est-ce que t'as ressenti à ses côtés, quoi? En fait, alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille sur des projets sportifs et beaucoup auprès des joueurs et des joueuses. Et je suis confronté à la difficulté à laquelle la plupart des personnes étaient confrontées avec moi. C'est-à-dire que le joueur, il pense que ça vient toujours des autres et j'étais entre guillemets un tueur de coach parce que j'étais infernal, je me trouvais des excuses tout le temps et que je mettais tout le temps limite la faute sur le coach ou sur autre chose. Donc j'avais beaucoup de mal à travailler sur à faire de la remise en question et donc quand je suis arrivé chez Patrick, j'y suis allé pour Thierry Champion. Okay. Je le connaissais bien, j'avais confiance en lui. Je suis allé voir Patrick, j'ai dit écoute Patrick, j'ai envie de m'entraîner dans ta structure parce qu'il y a Thierry. Et comme j'étais le plus fort à ce moment-là de la structure, ça a été facile. Sauf que comme Patrick avait fait du bon boulot, qu'il avait une belle équipe et tout ça, qu'il y avait une super ambiance et que ça s'entraînait bien, petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde qui sont rentrés et je me suis retrouvé pas le meilleur, quoi. Il y a eu des Polo Mathieu, Dick Norman, Karlovic, Hicham Arazi, Nico Coutelot. Je me suis fait dépasser et j'ai pas pu garder Thierry Champion que je voulais garder comme coach. D'accord. Donc j'ai eu 1 ou 2 autres coachs entre Thierry et Ronan. Et puis il y a eu un moment donné, je sais plus exactement pourquoi, Patrick a pensé que Ronan pouvait être quelqu'un de bien pour moi. Et c'était un moment où j'étais ouvert à tester. Et en fait, Ronan m'a par sa méthode participative de questionnement, plutôt que de me dire ce que je devais faire, sachant que j'étais très casse-couille, ça a vachement bien fonctionné avec moi. Parce que j'avais le sentiment que la solution venait de moi et pas du coach. Donc, il y avait
comme je manquais un peu d'estime de moi-même, ben, ça a nourri un peu mon estime et ça m'a donné un peu de confiance. Et avec l'entraînement qui était très adapté à moi, puisque c'était un travail, qui était très adapté à moi. C'est pas qu'il était adapté à moi, mais il me convenait bien. Le travail de relâchement, le travail de respiration, le travail de calme. Moi, qui avait de la caisse et qui avait de l'énergie et explosive, mais très nerveux, ça m'a beaucoup apporté. Donc, on a réussi grâce à cette méthode. En liant, en mixant le questionnement et le travail de calme, notamment le poser, la respiration, à travailler sur la durée et à faire du bon travail. Et quand il dit dans son interview que je suis monté en faisant 2 heures de carré par jour, c'est le cas. C'est le cas. J'ai fait des séances de 2 heures dans le carré. Et tu te dis comment il a réussi à faire accepter des mecs, parce que j'étais pas le seul, s'entraîner dans des carrés pendant 2 heures et ne faire que ça, en plus du fitness. C'est difficile à croire, mais en tout cas, on l'a fait et on progressait. Donc, c'était, voilà, on sait pourquoi il le faisait, hein. C'était un endroit où on était plus ouvert d'esprit, plus vierge de croyances, on va dire, et ça nous permettait de travailler un peu plus juste. Et petit à petit, on travaillait un petit peu moins dans les carrés, on reculait, mais on a toujours beaucoup travaillé dans les carrés et on l'a toujours accepté. C'est incroyable. Et quelle a été la limite du coup de son coaching? Parce que quand il nous en parle, on a l'impression qu'il emmène tout le monde au top du top, qui transforme le plomb en or. Toi, où est-ce que ça a fini par bloquer? Alors, par rapport à moi, je dirais pas qu'il y a eu de limite, parce que je pense que au moment où je suis arrivé dans la première partie où on a travaillé ensemble, je suis arrivé à mon meilleur classement avec lui. Et ça s'est arrêté pour des raisons extra-sportives. C'était des questions de relations, questions relationnelles où, avec Jean-Philippe Vaillant, que tu as eu aussi, tous les deux ne s'entendaient plus. Et moi, je me suis retrouvé vraiment entre les deux. D'accord. Et ça a été très compliqué à vivre pour moi et j'ai perdu mon équilibre sportif, ma petite structure. Malheureusement pour moi, ça a été c'est encore aujourd'hui un sentiment assez amer, j'ai envie de dire, et d'avoir perdu cet équilibre qui faisait que je commençais l'année 270 et j'ai fini 130. J'ai qualifié deuxième tour à l'Australian, qualifié deuxième tour dans un 250 sur terre, qualifié à Wim, qualifié au Queens, gagné un Challenger l'été. J'ai fait dernier tour à Bercy, dernier tour à Bâle. Enfin, toute l'année, j'ai bien joué. Avec en plus la naissance de ma fille au milieu qui m'a éloigné des cours pendant 3 voire 4 semaines. Et sauf qu'à la fin de l'année, Jean-Philippe et Ronan ne pouvaient plus travailler ensemble. Et moi, ça m'a beaucoup affecté, on va dire. Et ça a été un petit peu le début de la chute. Et quelques années après, donc j'ai arrêté avec Ronan et j'ai continué avec Jean-Philippe. Et quelques années après, je me suis retourné vers Ronan pour retravailler. Et on a fait encore un petit bout de chemin ensemble. Okay. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, il n'y a pas eu en tout cas, me concernant, c'était ce qu'il me fallait. C'était vraiment, c'était customisé comme il fallait pour un mec comme moi, parce que travail, ça me faisait travailler intérieurement, développement personnel, en relâchement, en calme, et tout ça, comment dire, mixé. Fait de moi un joueur qui progressait tous les jours. Et je le sentais. Je sentais que vraiment, j'ai eu cette sensation de progresser tous les jours. Énorme. Et l'approche de Jean-Philippe et celle de Ronan étaient complémentaires? Toi, tu jugeais? Oui, bien sûr. Ouais. Super complémentaire. Ah ouais. Super complémentaire parce que Jean-Philippe connaissait quasiment rien au tennis, mais était spécialiste en PNL, en hypnose ericksonienne, et donc toute la prépa mentale à côté m'a beaucoup apporté moi en perso. Ouais. Et Ronan en travail technique sur le court, en relâchement, et
avec aussi cette PNL que je ne connaissais pas dans les détails, que j'ai connu après puisque je me suis formé là-dedans. Voilà, cette combinaison des deux ont fait de moi un joueur qui a progressé. Jusqu'où j'aurais pu aller, difficile à dire, je ne sais pas. En tout cas, pour terminer, est-ce que tu aurais un souvenir sympa avec Steph Robert, un truc un peu à nous partager que tu n'as jamais trop dit, que tu as gardé toujours sous le carton? Voilà, avec Steph, avec Steph, on a vécu des moments vraiment sympas, que ce soit dans des tournois où on a joué beaucoup en double. Mais je me souviens justement avec Ronan, de ces séances où on partait au fin fond de la Bretagne. Il s'entraînait avec Ronan là quand il habitait là-bas. On était dans des espèces de logements cité pas balnéaire, mais c'était des trucs de logements de vacances, mais pas en plein hiver. C'était hyper glauquissime. On faisait à bouffer le soir dans notre petit truc là, et c'était lugubre quoi. Mais on était contents, on était bien et on travaillait, et tous les jours comme on travaillait bien. Et je me souviens de Steph qui me racontait tout et n'importe quoi, parce que comme il partait dans tous les sens, et il me disait des trucs et je l'écoutais, et je dormais bien le soir du coup. C'est une manière polie de le dire. Mais j'adorais. Et comme c'est quelqu'un qui parle que quand il est bien, donc c'était vraiment hyper positif. Et tu te souviens avoir vu Steph Robert jouer contre Djoko à Rome, cette partie de mutant où il fait 33 coups gagnants, tu te souviens ou pas? Ouais, je l'ai vu à la télé. Tu te dis quoi à ce moment-là quand tu le vois produire un tel niveau de jeu? Non, mais Steph, je savais très bien de quoi il était capable. Hein. Je l'avais eu en face de moi tellement de fois. Et quand il fait qualifier deuxième tour à Roland et qu'il bat Berdych, il dort chez moi. Hein. D'accord. Il dort à la maison, hein, dans mon petit appart de Boulogne à côté, où il vient, et je le coucoune et je le mets à l'écart voilà. Il était dans sa bulle et on était tous les deux. J'en prenais soin, je le faisais à bouffer, on rigolait, on discutait. Et quand il était bien dans la tête, Steph, c'était, voilà, c'est ce qu'on a vu. Il était capable. Il a ce grain de folie qui aide le joueur de tennis à performer. Incroyable. Putain, c'est bon. Et le match à Rome, il était incroyable. Et le nombre de mecs qu'on dit, mais c'est qui ce mec? C'est un martien. Je pense que c'est la phrase qu'on a dû dire le plus de Steph. Hein. Et de temps en temps, c'était dur pour lui-même, je pense. Ouais. Bon, tu verras dans l'interview qu'on a faite ensemble qu'à la fin, tu m'as dit que tu toucheras un petit mot à Hugo Humbert. Je t'attends là-dessus. Hein. On en reparle plus tard. De quoi? Vas-y, redis-moi. À la fin de notre interview, tu m'as dit, je t'ai dit, à qui est-ce que tu peux nous aider à avoir? Et je te dis, Hugo, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il nous a mis nous deux recales. Tu dis, ouais, je lui en toucherai un mot. Je lui en parlerai. Tu fais bien de me le rappeler. Et quand il revient, je me le garde bien, et tu n'hésiteras pas à me le retexter. Mais quand je le vois... c'est cool. Adorable. Merci beaucoup. Bon, génial. Je t'envoie les liens quand c'est en ligne. Je me grouille. J'ai un avion pour l'île de la Réunion dans... Allez. Ah oui. Je me grouille. Bravo. Ouais. Tu fais la diagonale des fous? Ah ouais, non, pas prévu pour le moment, non. C'était il y a quelques semaines. Il y a pas longtemps. Tu le ferais ça un jour ou quoi? Mon père l'a fait. Putain, ah ouais. C'est un peu hard quand même. Hein. Ouais, c'est un peu hardos. Mais c'est tentant quand même. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, vous êtes dans la famille, vous êtes à fond, quoi. Incroyable. C'est tentant. Génial. 160, c'est un peu long, mais c'est tentant. Et ce matin, quand tu sors, tu te fais combien? Voilà, j'ai fait Agen, 50 minutes, 11 bornes. Propre. Voilà, je vais me le refaire demain matin. Je sors, je fais 3-4 sorties par semaine. Ah ouais, putain, t'es bien, impeccable. Comme ça, tu peux manger à volonté le midi et le soir. Ouais, mais justement, c'est pour garder un peu la ligne. Donc, j'ai toujours gardé. On m'a toujours conseillé de faire gaffe dès que tu arrêtes de continuer. C'est pour ça que j'ai gardé la ligne tout le temps, en fait. Et tu fais gainage renfort en plus? Ouais. À la fin? Ouais, la plupart du temps à la fin, ou parfois avant pour m'échauffer. Oh, t'es une machine. On adore. C'est bon, ça.
On essaie de rester. Hein. Jeff, Bon, je bon t'envoie- vol je en t'en- tout je cas, t'en- Max. je t'en- je t'envoie les liens quand c'est en ligne. Ouais. Ouais, merci. À Allez, bientôt. ciao, à la Salut. prochaine. Salut. Merci Jeff pour cet excellent moment passé ensemble. Merci pour ton honnêteté et ta transparence. Notamment sur l'estime de soi, c'est jamais évident d'en parler et je suis sûr que ça peut aider beaucoup de parents de jeunes joueurs. Et c'est clairement une des missions du podcast de pouvoir servir de relais et d'aider un maximum de personnes. Viens nous dire ce que tu as pensé de cette nouvel échange en commentaire. Et tu peux nous aider vraiment avec 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa. Mets-nous aussi un commentaire sur YouTube. Donc ça nous aide à mieux référencer le contenu et à avoir une meilleure visibilité sur ce travail que l'on fait chaque semaine. Un immense merci à Omer qui nous soutient sur la plateforme Tipeee depuis cette semaine. Tipeee, c'est une plateforme où tu peux nous soutenir financièrement à hauteur de 3 € ou plus par mois si le cœur t'en dit. Je suis full time sur le podcast pour vraiment vous régaler de plus en plus. Donc voilà, se sentir soutenu, chacun à sa manière, chacun met sa pierre à l'édifice, c'est toujours hyper cool. Et ça motive plus que jamais. Omer nous a d'ailleurs écrit « Parce qu'on peut être une légende, même en 4e série, évidemment ». Tu peux aussi nous aider grâce au bouche à oreille, qui est un moyen formidable de faire connaître le podcast. Alors envoie cet épisode à quelqu'un qui aimerait envoyer son fils ou sa fille à la All-in Academy, par exemple, ou à un parent de joueur, parce que ça pourra, comme on l'a vu précédemment, aider dans l'approche, dans le coaching, dans les débriefings de match, ou tout simplement à un ou une fan de tennis pote autour de toi. Voilà. Merci par avance. Cette semaine, tu as accès au 5e cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoute juste la bande-annonce, elle est en lien en dessous, premier lien en description, et tu vas vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise qui m'a servi à titre perso pourra te servir et te filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. Personnellement, j'ai pris une claque. Roland nous livre dans cette nouvelle masterclass ces 5 piliers de la performance qui sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, la concentration et l'estime de soi. Grâce à ce nouveau cours de plus d'1 heure, tu vas comprendre comment accéder à la concentration, qui est selon Ronan le nectar de la performance. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau pour mettre les piliers de la performance en place et accéder à la phase de concentration ultime. Le tout imagé d'anecdotes et de matchs avec Steph Robert, son ancien poulain sur le circuit, qui l'a emmené top 100, rien que ça, avec des cas concrets et vécus donc avec son joueur de l'époque, qui était souvent donc dans l'état d'esprit d'outsider. Il a lui-même dû dresser son cerveau face à des joueurs très souvent meilleurs que lui. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan et c'est un réel plaisir de vous la partager. Tu as accès à ce nouveau cours en format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. C'est tout pour cette semaine. Les légendes, n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. C'est toujours un plaisir d'échanger. Si vous avez des idées de partenariat, de questions à poser, d'invités à avoir sur le podcast, vraiment, je réponds à tous les messages. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram à Max Emia et ETMIA, Emia le tout attaché. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine, les légendes. Un grand merci aux meilleurs d'entre vous qui sont encore là. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre les masterclass et c'est hyper cool de faire grandir la communauté de gens qui se forment, qui apprennent et qui me font des retours parce que voilà, c'est génial de vous accompagner dans votre progression, mais c'est aussi très très chouette d'avoir vos impressions et vos sensations sur le cours. C'est évidemment, in fine, ce qu'il y a de plus important, les progrès sont au rendez-vous, donc ça me rassure et ça me donne évidemment envie de continuer de pousser encore plus loin. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Par avance, merci pour le bouche à oreille et merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous. Ciao.